Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde. 10 mars 2023, amis internautes de Guérite TV Monde, bonsoir et bienvenue dans ce numéro de votre émission, Les Grandes Contradictions. Gaspard Adjamossi et Achille Wusso sont déjà donc sur ce plateau. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badaro. Gaspard Adjamossi, commission permanente de l'Assemblée nationale. Les démocrates finiront-ils par obtenir gain de cause devant la Cour constitutionnelle, selon vous? Peut-être obtiendront-ils gain de cause devant la Cour constitutionnelle. Ce qui est sûr, la décision revient à la haute juridiction, mais nous avons suivi un peu le débat par rapport à cette question-là. Ce qui est sûr, la Cour tranchera. Mais est-ce que la Cour tranchera pour donner raison entièrement aux démocrates? Je n'en sais rien. Mais quand on observe un peu les débats tels que relayés par la presse devant cette haute juridiction, je ne suis pas sûr à 100% que les démocrates pourront avoir raison. Parce que leur prétention, c'est d'avoir au moins une présidence de commission. Parce que pour eux, ils doivent être davantage représentés au sein de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Mais je crois que tel que les débats se mènent, on a comme l'impression que pour la Cour, en tout cas pour le rapporteur de la Cour, dans son développement, on ne touche pas justement au président des commissions. À la limite, ce qu'on leur concède, c'est de reprendre l'élection des autres membres des bureaux de commission et de leur permettre d'accéder à des postes comme rapporteur ou secrétaire au niveau de ces commissions. Je crois que c'est ce qu'on leur avait proposé lors de ces élections et qui n'avaient pas obtenu leur assentiment. Moi, je pense que l'essentiel, même s'ils ont une présidence de commission et qu'ils sont davantage représentés au niveau de la conférence des présidents, ce ne serait pas à une limite où ça leur permet de contrebalancer ou d'influencer les décisions qui seront prises à cette instance de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. Pour moi, l'essentiel pour eux, c'est d'être au niveau des bureaux des commissions. Je crois que là, ils peuvent peser davantage sur les débats au niveau des commissions parce que le rapporteur d'une commission permanente n'est quand même pas une personne lambda. C'est quelqu'un qui peut influencer les débats au niveau de ces commissions. Je pense qu'ils ont, en tout cas, à leur niveau également, c'est quand même déjà assez outillé, je ne leur apprends rien. Mais à mon sens, je crois qu'ils doivent davantage travailler sur ce qui est vraiment important pour eux. Est-ce que c'est de montrer à l'opinion qu'ils gagnent davantage de place au niveau de la conférence des présidents ou d'être efficaces davantage pour influencer les dossiers qui vont au niveau des commissions en étant au niveau des bureaux de ces commissions-là. Je crois que c'est à eux de faire la part des choses, mais pas sûr qu'ils aient entièrement raison au niveau de la haute juridiction en tout cas. Achille Wusso? Nous sommes en train de suivre le débat, mais tout de suite, si nous devons émettre un avis, c'est de faire constater que, contrairement aux attentes du peuple béninois par rapport à la représentation de l'opposition, au niveau du Parlement pour cette 9e législature, ce que les démocrates ont entrepris comme projet en allant saisir la Cour constitutionnelle pour se plaindre de ce qu'ils n'ont pas eu de présidence de commission au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est un débat qui s'éloigne davantage donc de la mission que le peuple voudrait donc assigner. S'éloigne comment? Au contraire, Achille Wusso. Je ne sais pas si c'est en contrôlant une commission au niveau du Parlement que les démocrates seront plus actifs ou plus utiles pour le peuple. Tous les débats, tous les dossiers qui seront programmés, certainement, en tant que parlementaires, ils auront connaissance de ça. Et ce que le peuple attend le plus, c'est peut-être leur position, leur avis peut-être plus ou moins contraire sur certains dossiers sur lesquels on voudrait quand même constater qu'il y a débat. C'est ça le plus important. Moi, je ne sais pas pourquoi ils cherchent
coûte que coûte, à contrôler la présidence d'une commission. Je crois, pour le peu que je connais donc du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, que l'essentiel est que chaque député soit libre de s'inscrire dans la commission de son choix et y travaille. Et donc, et par rapport à ça, je crois que les démocrates... C'est votre avis? Non, mais ce n'est pas un avis. C'est ce que disent les textes de l'Assemblée nationale et surtout le règlement intérieur. Et par rapport à ça, je crois que les démocrates travailleraient à s'inscrire massivement dans les commissions où ils pensent que le débat serait plus utile pour le peuple. Ils pensent que leur représentation serait plus utile pour le peuple que de chercher coûte que coûte à avoir des strapotés. Je crois que je suis foncièrement contre cette démarche. Je crois que c'est inopportun. Et ce que nous savons, c'est qu'au niveau donc du bureau politique, il est dit que la minorité devrait être représentée. Et nous avons fini avec cette étape, nous avons fini avec cela depuis. Et donc, pour le reste, ils devraient se contenter donc de ce qui leur revient et travailler fondamentalement à satisfaire le peuple qui leur a fait confiance parce que personne ne les attendait véritablement là, que donc de chercher coûte que coûte à avoir donc des strapontins, de petits avantages qui vont les satisfaire que de satisfaire donc ceux qui les ont mandatés pour aller véritablement défendre leur cause. François Diamossi, attendez impatiemment là. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, pas impatiemment, mais non, il ne faut pas réduire le débat à des questions de strapontin. Parce que, vous savez, ils ont refusé beaucoup de places pour n'exiger que la présidence d'une commission. Ça veut dire qu'ils avaient beaucoup plus de strapontins que s'ils avaient accepté ce qu'on leur proposait, parce qu'au moins, ils pouvaient avoir secrétaires, rapporteurs, dans plusieurs commissions, donc satisfaire beaucoup plus de députés de l'opposition, plutôt que de prendre une seule présidence de commission. Donc, le débat n'est forcément pas de ce côté-là. Peut-être que c'est un débat de principe à leur niveau, peut-être que c'est un combat de principe, on n'en sait rien. Ils savent peut-être qu'ils n'auront pas totalement gain de cause au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais c'est une démarche démocratique. C'est une opportunité qu'on leur offre, n'est-ce pas, s'ils ne sont pas d'accord, de saisir une instance supérieure. C'est ce qu'ils ont fait. Ils peuvent avoir raison, ils peuvent ne pas avoir raison, mais ils l'auraient fait et montré au peuple qu'ils ont demandé et qu'on ne leur a pas donné. Ils ont demandé parce qu'ils ont le droit de demander, parce qu'ils font justement référence à une jurisprudence antérieure, une décision antérieure de la Cour qui demandait à ce que les nominations, les désignations au niveau des structures respectent une certaine configuration de l'Assemblée nationale. Mais écoutez, la Cour, elle est seule juge de constitutionnalité. Et ces décisions sont sans recours. Non, de quelle Cour nous parlons? La Cour Concepcia. Non, quand vous parlez de Cour Concepcia, nous sommes... Il y a une continuité au niveau des institutions. Il y a une pratique au niveau des institutions. Il y a une jurisprudence au niveau des institutions. Et comme on dit souvent, l'administration est une continuité. C'est vrai, mais la pratique parlementaire nous a toujours enseigné jusque-là. La pratique parlementaire. La pratique parlementaire. Et je mets entre parenthèses cette décision de la Cour que vous évoquez. Mais jusque-là, c'est toujours la majorité qui a contrôlé l'essentiel. Sinon, la totalité et sous le leader, l'opposition n'a jamais demandé à contrôler. Le leader, je voudrais parler donc du leadership éclairé de Yahi Boni, président de la République du Bénin. Je ne sais pas si, qu'on appelle, une minorité parlementaire a eu droit au contrôle de la présidence d'une commission à l'Assemblée nationale. Et donc, les faits sont là, et donc ils nous enseignent, et par rapport à cela, bon, moi je pense qu'ils devraient travailler à se consacrer à ce que nous attend. Achille Ousso, je reste toujours avec vous. Au ministère de l'enseignement maternel et primaire, guerre entre centrales syndicales autour de la composition de la commission administrative paritaire. Il y a longtemps que nous avons vu les centrales syndicales quand même se débattre sur un sujet. C'est une première sous ta norme. Et c'est en cela que c'est intéressant. Seulement que, bon, je ne sais pas véritablement ce qui divise l'administration,
surtout les deux ministres, le ministre de l'enseignement maternel et primaire et celui de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle, avec les centrales syndicales ou les démembrements des centrales syndicales. Parce que la guerre se trouverait à plusieurs niveaux, entre d'abord les centrales et leur démembrement, et entre maintenant les ministres et les centrales syndicales. Mais je crois quand même que d'une manière ou d'une autre, les deux parties travailleraient à s'entendre pour la désignation donc, de ces représentants qui vont siéger dans ces commissions paritaires, que donc, de se faire la guerre, si c'est pour l'intérêt de l'enseignement, du système éducatif, je crois qu'on ne doit pas se faire. Mais l'un dans l'autre, bon, moi je ne sais pas ce que les démembrements demandent véritablement, mais je crois que parce qu'on a organisé des élections professionnelles, je crois qu'il revient quand même à ceux qui sont plus représentatifs, donc de procéder à la désignation de ces représentants-là en tant que leurs répondants dans ces structures-là, que donc qu'on demande d'ouvrir la désignation à toutes les centrales, parce qu'il y en a qui ne sont pas représentatifs. Et quand vous n'êtes pas représentatif, vous attendez d'autres élections professionnelles pour vous battre, afin donc de montrer en quoi vous êtes plus utile ou en quoi les travailleurs vous font plus confiance. Mais là, je crois qu'ils ne s'entendront pas et cela profiterait à l'État, parce que déjà, entre les centrales et les démembrements, s'il y a problème, c'est que cela ne profite qu'à l'État, qui voudrait avoir des gens qui sont plus favorables à cette décision que donc qu'on lui envoie des gens qui vont lui mettre tout le temps le bâton dans les roues. Gaston Diamossi. Oui, bon, c'est heureux que depuis quelques années au moins que ces derniers jours, qu'on sente qu'il y a des centrales syndicales dans le pays, qu'il y a justement des syndicats dans le pays, et parce qu'il y a eu des problèmes des aspirants ici, et on n'a pas su qu'il y avait des centrales syndicales, et c'est vrai qu'à l'occasion de la revalorisation, on les a vus un peu à l'œuvre. Mais moi, je suis un peu triste et désolé de constater que, au moins pour une question de jetons de présence, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faut être représenté dans une commission, siéger et prendre des perdièmes. Pour une question comme ça, les centrales sont aujourd'hui capables de faire sitting. Ils sont capables parce qu'ils ont prévu faire des sittings devant le ministère de l'enseignement maternel, entre autres. Parce que si les gens se battent autour de la représentation dans une commission, et qu'il y a des passe-droits au niveau de cette commission, ils se battent justement pour ces passe-droits-là, parce qu'il y a eu des sujets plus importants. Et je ne crois pas que les gens soient allés jusqu'à prévoir faire sitting. Là, voilà, c'est d'abord ça. Maintenant, les questions de... C'est dommage alors. Hein? Oh non, moi je dis vraiment dommage. C'est vrai que sous ces questions, on pose des questions de représentation, tout ça, mais je pense que ce n'est pas le plus important. La commission administrative paritaire, oui, qu'est-ce que cela fait concrètement? C'est vrai, on l'a expliqué, mais moi, je ne suis pas trop convaincu que les gens y aillent sincèrement pour aller défendre les intérêts de la corporation en tant que telle. Et les centrales aussi se jettent dans cette bataille-là, il faut y voir quelque chose. Maintenant, quel est le rôle joué par le ministre Salimane Karim dans ce dossier? Je n'en sais rien, mais j'ai l'impression que c'est un peu le clair sombre que lui-même il entretient dans le dossier, qui encourage les différents syndicats à aller à cette extrémité, parce que c'est comme si il y a une vérité qu'il ne veut pas dire aux centrales, et qu'en même temps, en sous-main, il aide certains syndicats de base à se rebeller contre les centrales, ou certaines centrales à se rebeller. Et il y avait un véritable imbroglio dans ce dossier-là. De toutes les façons, le ministre Salimane Karim est appelé à mettre fin rapidement à cette pagaille-là au niveau de son secteur ministériel. C'est une véritable pagaille. Parce qu'il y a, le mercredi 15, il y a risque de trouble à l'ordre public, parce que les deux camps ont prévu faire un sitting
au même endroit, à la même heure, et pour presque Pour les mêmes raisons. Donc, je crois qu'il a intérêt à éteindre rapidement ce feu-là. Non, mais c'est vrai que ça ne concerne pas que le ministre de l'enseignement primaire. Parce que la commission paritaire prend en compte... Non, pour l'instant, le débat ne se pose. C'est vrai que, oui, peut-être que ça au niveau de l'enseignement secondaire. C'est vrai que c'est plus remarquable au niveau de l'enseignement primaire. Merci beaucoup. Un autre sujet, le troisième d'ailleurs, édition 2023 de la Journée internationale de la femme. Les femmes à l'honneur, tout le long de ce mois de mars. Achibouchou. À l'honneur, ça veut dire? Oui. Nos mamans, nos soeurs, nos épouses. Mais qu'est-ce que nous faisons? En fait, nos soeurs. Non, mais parce que il y a souvent une confusion à mon niveau lorsqu'on parle de la journée du 8 mars. Et d'aucuns parlent de la fête de la femme, d'autres de la fête des droits de la femme. Donc, il va falloir que nous travaillions d'abord à une clarification. Et les femmes même ont transformé totalement la journée en une journée de réjouissance. Donc, qu'est-ce que nous voulons mettre dedans? Je crois que la journée du 8 mars devrait être véritablement pour les femmes une journée de réflexion autour donc des difficultés qui plombent leur épanouissement, leur insertion dans la société, l'égalité des genres tels que on en parle, mais ce n'est pas à cela que nous assistons. Bon, les ONG, les leaders politiques qui veulent des moments de visibilité profitent donc de cette journée-là pour rassembler les femmes, pour leur donner à manger, pour les haranguer, et puis ça s'arrête là. Il va falloir peut-être que, si vous le permettez, que nous nous intéressions davantage à cela et que nous les aidions à travailler véritablement, donc à donner un contenu à cette célébration, parce qu'il ne s'agit pas de faire de pagne, il ne s'agit pas donc d'aller se réjouir, il s'agit donc de réfléchir véritablement à se donner une certaine valeur, une certaine dignité, une certaine place dans la société et à travailler véritablement, peut-être aujourd'hui avec l'Institut de la femme, c'est ça, non? Et tout le programme et toute la vision que porte le chef de l'État pour l'épanouissement des femmes à travailler véritablement, donc à leur épanouissement, à leur insertion et donc à leur donner une véritable place dans notre société. Merci beaucoup. Gaspard Adjamossi, la femme, elle était à l'honneur le 8 mars dernier. La femme continue d'être à l'honneur parce que les femmes seront célébrées durant tout le mois de mars. Non, moi, il n'y a pas de confusion à mon niveau par rapport à cette célébration. Ce n'est pas la fête de la femme, c'est la journée internationale, c'est la commémoration de la journée internationale des droits de la femme. Ça, c'est clair. Ou si vous préférez plus facilement, journée internationale de la femme, GIF. Je crois que c'est ça, ce n'est pas la fête de la femme. C'est parce que c'est réducteur de penser que c'est une journée de festivité des femmes. Non, ce n'est pas ça. Mais malheureusement, c'est entré un peu dans les têtes et dans les opinions que cette célébration-là, c'est ce que nous en faisons, notamment chez nous au Bénin. Et je crois que au moins cette année, pour ce que nous avons vu du 8 mars jusqu'au 10, il y a un peu de sobriété dans cette célébration-là, il y a un peu de sérieux dans cette célébration, justement parce qu'il n'y a pas en vue un enjeu électoral, parce qu'il n'y a pas en vue une échéance électorale. Et je crois que en cette même période de l'année dernière, je crois que même le plus petit partisan aspirant à être député ou quoi célébrait la journée de la femme et rassemblait quelques fillettes ou femmes avec quelques pailles et donnait l'impression de célébrer la journée internationale de la femme. Et nous avons vu également comment tous ceux qui avaient une petite prétention pour être positionnés sur une quelconque liste, comment ils ont instrumentalisé cette célébration. Et je crois que au moins pour cette année, c'est un peu rentré dans les normes de la célébration où au niveau des structures comme l'Assemblée nationale, la mairie de Porto-Novo, il y a des structures de femmes organisées
les gens font cette célébration-là. Et c'est certainement une occasion pour elles, notamment les femmes, comme de poser leurs problèmes, de faire un peu le diagnostic des difficultés qu'elles rencontrent au niveau de leur boulot et autres, et n'est-ce pas, de prendre des résolutions. Moi, je trouve que c'est assez intéressant que cela se passe ainsi. Et j'espère que d'ici 2026, on ne tomberait pas encore dans les travers de ces célébrations folkloriques. Et comment je ne trouve même pas d'autres mots pour qualifier cela. Oui. Avec des pailles et des mots du genre, les femmes, je vous aime, je vous adore. Voilà, on était habitués. Bien sûr qu'on les adore. Bien sûr qu'on les adore, on les aime. Mais il y a un bémol. Il y a un bémol. J'ai lu la plume de Angela Peidja par rapport à cette célébration où elle appellerait les femmes à ne plus fêter le 8 mars. Donc, je n'ai pas creusé sa réflexion pour savoir effectivement de quoi elle veut parler, mais je crois quand même que ce serait intéressant si déjà elles-mêmes elles comprennent que ce n'est pas une affaire de fête, mais c'est plutôt une affaire de réflexion, c'est une affaire d'organisation. Nous allons, comme l'a dit Gaspard, voir d'ici les années à venir ce que ça va donner véritablement, parce que cette année, ça a commencé par changer un peu, mais c'est un peu seulement. Et vous savez, mais oui, très rapidement. Je vous compte, vous avez lu le message qui est dans le tissu qu'elles ont imprimé cette année. Oui, vous n'avez pas lu le message? Il faut nous rappeler le message. La journée du 8 mars, nous on s'amuse à lire un peu. La journée du 8 mars, la femme doit jouir. De cette droit, bien entendu. Ah bon, en tout cas, le complément d'objet était important. Il y a des sous-entendus qu'il faut comprendre. C'est vous qui êtes un pervers. Un vrai pervers. Le dernier sujet, très rapidement, Gaspard Diamansi, que se passe-t-il en Tunisie entre les Africains? Entre pagaille là-bas. Vous savez, la question est tellement bien posée que j'avais compris, ou bien j'avais sous-entendu les Africains et les Arabes. Parce que vous savez, ils se comportent comme se comportent pas comme des Africains. Exactement. Il faut pas généraliser, bien entendu. Non, il faut pas généraliser. En toute chose, il faut savoir avoir de la mesure. Je crois que ce qui se passe est récent. C'est absolument récent. Et il y a quelques années, vous n'entendrez pas dire que la Tunisie, c'est vrai qu'il y a cette légende-là qui tente de montrer que les Arabes ne se reconnaissent jamais comme des Africains. Mais la réalité, c'est qu'ils sont sur le continent africain et que, en dehors de quelques frictions, ils se considèrent bien sûr comme des Africains et nous les considérons comme des Africains. Mais il se trouve que dans le cas de la Tunisie, peut-être que le cas se pose également dans d'autres pays, mais il y a eu une exacerbation d'un certain sentiment. Et c'est parti notamment du président de la République qui a eu un discours malencontreux à une certaine occasion en estimant que les migrants africains sont comme des envahisseurs et que c'est comme une colonisation de la Tunisie où on veut remplacer les Noirs africains par les Arabos. Je crois qu'il a dit Arabo-Berbère, je ne sais pas en quoi cela rime. Et donc, ça a fait ressurgir un certain sentiment anti-africain, anti-migrant, où il y a eu la chasse aux Africains. Et la réponse ne s'est pas fait attendre parce qu'il y a d'autres, aujourd'hui sur le continent africain, vous entendrez des gens dire il faut exclure la Tunisie de l'Union africaine, il faut exclure la Tunisie du FESPACO, il faut exclure la Tunisie. Je crois qu'aujourd'hui, il faut mettre un peu la balle à terre. Quand nous sommes à un certain niveau de responsabilité, je crois qu'il faut vraiment être mesuré dans le discours. Il y a des propos qu'il ne faut pas tenir. Mais fort heureusement, je crois qu'il s'est ravisé, qu'il essaie de changer de discours. Je crois que le président de la CEDEAO était avec nous. Il a trouvé que ses propos étaient exagérés, qu'il n'avait pas tenu ce genre de discours. Et je crois que c'est heureux que les choses redeviennent normales entre Africains, et pas entre Arabes et Africains, mais entre véritablement Africains. Merci Gaspard Diamansi et Achille Oussou, très rapidement. C'est vrai que je serai rapide, mais heureusement que le discours, la question est revenue sur ce plateau parce que pendant le dernier mondial, vous vous rappelez la déclaration du
c'était le capitaine de l'équipe du Maroc, hein, qui avait félicité et remercié les Arabes par rapport à la victoire du Maroc en quart de finale. Et nous avions été contre ce discours-là. Ça n'a pas raté. Ce qui vient nous montre et vient renforcer, confirmer donc que, en fait, nos frères du Nord, de l'Afrique du Nord, ne se considèrent pas comme des Africains. Vous savez, mais les Espagnols envahissent la Tunisie, viennent chercher du travail aujourd'hui en Tunisie. Et donc, comment on peut trouver que ceux qui sont du même continent que vous sont des envahisseurs? Et c'est le président de la République qui tient pareil discours. Je crois que quel que soit ce qu'il va dire pour se racheter, le mal est parti. Et c'est la sécurité publique qui est en train donc de maltraiter les Noirs africains. C'est dommage. La sécurité publique, vous avez vu la vidéo circuler? Ce n'est pas une sécurité privée. Ce n'est pas une sécurité privée. C'est dommage. Je crois que ceux qui ont travaillé à couper l'Afrique et pour qu'elle soit ce qu'elle est, devrait quand même reprendre. Si les Arabes pensent qu'ils ne sont pas mieux en Afrique, il faut leur permettre donc d'avoir leur continent ou peut-être d'aller là où ils veulent être plus à l'aise. Et nous saurons qu'ils ne sont pas africains. Vous ne pouvez pas participer à des organisations sur le continent et en fait, dans votre cœur, vous ne vous réclamez pas du continent. Je crois que c'est extrêmement grave. Merci. Et quand on parle donc de la Tunisie, quand on parle du Maroc, on parle d'une grande communauté. Et si on ne sait pas faire, ça risque d'avoir des tentacules dans beaucoup de domaines. Donc je crois que non, je ne suis pas passionné, mais de plus en plus, je suis remonté contre ce discours qui pense que ceux qui sont du nord de l'Afrique ne sont pas africains, ils sont blancs et que les Africains sont noirs. Est-ce qu'ils connaissent l'histoire de l'Afrique? L'histoire de l'Afrique nous apprend que les premiers Égyptiens étaient totalement noirs. Les premiers Égyptiens étaient noirs. Donc, si le climat a agi sur nous, et qu'aujourd'hui, certains sont blancs et d'autres sont noirs, ce n'est pas de notre fait. Et la couleur de la peau ne devrait pas être une barrière. Merci beaucoup. C'est définitivement terminé pour ce vendredi. Gaspard Diamossi, vous avez quelque chose à ajouter pour clôturer? Oui, je veux clôturer, sauf que je trouve Achille assez dur et assez acerbe sur le sujet. Moi, je ne condamne pas ceux qui ont la peau et blanches, qui sont des Arabes, qui sont sur le continent africain. Non. Le discours que Achille tient est tellement dur que je n'ai pas envie qu'il aille sur le même terrain que le président tunisien. Non, il ne faut pas être catégorique. En Afrique aussi, il y a des gens qui pensent que il faut les exclure de l'Afrique, qu'ils ne sont pas des Africains. Tout comme de leur côté aussi, il y a des gens qui pensent que comme ils ont la peau blanche, ils ne sont pas africains. Donc, de part et d'autre, il faut qu'on modère un peu le discours. Nous sommes les mêmes. Merci beaucoup. Je crois que c'est ce que j'ai à dire. C'était la vidéo qui était révoltante. Voilà, merci, c'est terminé. On va se retrouver, Inch'Allah, vendredi prochain pour un autre numéro. Les grandes contradictions, une émission de décryptage. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérite TV Monde.